Bonjour à tous. Vous le savez, la nature est la source principale de substances médicamenteuses. De tout temps, l'homme a observé son environnement pour apprendre, comprendre et confectionner de nouveaux remèdes contre ces différents maux. Les techniques ont bien évidemment évolué avec le temps et elles continueront de le faire. Mais les matières premières, elles, sont bien souvent restées les mêmes. On a simplement appris à mieux exploiter leur potentiel. On a beaucoup parlé des plantes, mais il y a un autre réservoir de composés aussi fascinant qu'inépuisable, ce sont les animaux. Qu'ils soient sur Terre, sous terre, dans les airs ou au plus profond des océans, les animaux ont inspiré la fabrication de nombreux médicaments. Mais ils sont surtout une immense source d'espoir dans la fabrication des médicaments du futur. Il y a beaucoup de médicaments que l'on connaît bien qui sont fabriqués à partir de substances animales. Je pense à l'hélicidine par exemple, célèbre sirop pour la toux qui contient une protéine qui est issue de l'escargot de Bourgogne. Alors il y a une idée reçue comme quoi on fabrique l'hélicidine à partir de bave d'escargot. Alors que non, pas du tout. On se sert juste d'une molécule contenue dans la bave. Ouais, c'est à peine mieux en fait. On peut aussi parler de l'huile de foie de morue, connue pour son excellente teneur en acides gras oméga 3 et en vitamines, ou encore de l'huile de krill, des petites crevettes dont la consommation aide au confort articulaire. Mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la recherche avec un grand R, et sur les grands domaines thérapeutiques qu'on espère faire progresser grâce à la recherche sur les substances animales. S'il fallait tenir compte des services rendus à la science, la grenouille occuperait la première place. La douleur. C'est un des domaines d'études les plus importants en pharmacologie. Et je ne vous parle pas ici de petites douleurs que l'on peut supporter ou soulager facilement avec du paracétamol, mais bien de douleurs très intenses, insupportables sans traitement. Vous vous souvenez de la fameuse citation « Tout est poison, rien n'est poison, tout est question de dose ». Eh bien elle s'applique très bien à cette branche de la recherche. Certains animaux sont capables de sécréter des venins d'une puissance inouïe, souvent pour se protéger des différents prédateurs. Bien souvent, une infime dose de ces venins est mortelle pour l'homme. Eh bien, les chercheurs vont tenter de comprendre la composition de ces venins, de maîtriser leurs effets, pour les transformer en médicaments très puissants. Laissez-moi vous présenter ce magnifique spécimen. Phyllobates terribilis, magnifique petite grenouille de la famille des dendrobates qui vit sur la côte pacifique de la Colombie. Elle ne mesure qu'entre 3 et 5 cm et pourtant, le venin contenu dans la peau d'un individu est assez puissant pour tuer une dizaine d'hommes ou 20 000 souris. Voilà, Phyllo, c'est typiquement la petite bête qui est aussi mortelle qu'elle paraît inoffensive. Les toxines contenues dans son venin empêchent les nerfs de transmettre les impulsions électriques, bloquant littéralement toutes les contractions musculaires, y compris les contractions du cœur par exemple. Rapidement, les chercheurs se sont dit que si cette toxine pouvait avoir une influence sur l'influx nerveux, une petite dose de celle-ci ou un dérivé avait le potentiel de soulager la douleur chez l'homme, puisque celle-ci résulte d'une stimulation nerveuse puissante. La découverte de cette grenouille et de son potentiel date des années 60, et à l'époque les techniques étaient trop limitées pour aboutir à un médicament. Mais l'idée était là. Un peu plus tard, on découvre un autre spécimen de dendrobate, Epipedobates tricolore, qui elle mesure à peine plus d'1 centimètre, mais dont la peau produit un mucus extrêmement toxique, à l'effet anesthésique incroyablement puissant. La molécule responsable, baptisée épibatidine, est dotée d'un effet antalgique incroyable, environ 200 fois plus puissant que la morphine, sans effet sédatif et potentiellement sans créer de dépendance. Malheureusement, elle était beaucoup trop toxique pour d'autres raisons et inutilisable chez l'homme en l'état. Les recherches continuent sur des dérivés de cette molécule et un composé va se démarquer, le ABT594, par sa relative innocuité et son efficacité notable contre les douleurs nerveuses si difficiles à combattre. Ce composé semble dénué d'effets sédatifs, respiratoires ou de dépendance, contrairement à la morphine, ce qui en fait un candidat incroyable pour le traitement de la douleur. Au final, ce composé reste trop toxique pour une utilisation chez l'homme, mais il a servi de modèle pour la création de nombreux antidouleurs et il reste encore aujourd'hui très étudié. Autre espèce absolument étonnante, ces petits coquillages qui fourmillent le long des récifs coralliens tropicaux et qu'on appelle les cônes. Ils sont magnifiques et brillent par leur diversité de couleurs et de motifs. Pourtant, ces spécimens renferment un système de défense aussi redoutable qu'ingénieux. Ils possèdent une glande sécrétrice de venin reliée à une dent qui fonctionne littéralement comme un harpon. Le venin sécrété est composé de neurotoxines variées jouant principalement sur le blocage des transmissions nerveuses. Ça peut entraîner un engourdissement local, puis général, ce qui peut évoluer en paralysie musculaire puis respiratoire. La mort peut intervenir chez l'homme en quelques dizaines de minutes. Les toxines issues de ces cônes prennent le nom de conotoxines, et représentent un immense espoir pour intercepter le signal de la douleur entre la moelle épinière
et le cerveau. Le potentiel comme antidouleur est donc énorme et des médicaments comme le ziconotide ont pu être développés à partir de cette toxine. C'est un antalgique très puissant qui est utilisé dans la prise en charge de certaines douleurs chroniques très intenses. Autre exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler du fugu ou poisson globe. Ce drôle de poisson japonais qui gonfle lorsqu'il se sent menacé. Si ce poisson est considéré comme un mets très délicat et haut de gamme, ce n'est pas seulement pour son goût, mais aussi à cause de sa préparation très délicate. En effet, plusieurs organes du poisson contiennent de la tétrodotoxine, une toxine extrêmement puissante, mortelle chez l'homme à très faible dose. C'est pourquoi, au Japon, seuls certains chefs titulaires d'une licence accordée par l'État sont autorisés à préparer ce poisson. C'est l'étonnante capacité de la molécule à bloquer les influx nerveux qui la rend intéressante pour tenter d'en faire un médicament contre les douleurs. Ses effets sur les douleurs, et notamment sur les douleurs liées au cancer, sont bien réels, mais il existe malheureusement encore trop de problèmes et d'incertitudes pour que cette molécule soit directement utilisable chez l'homme en l'état. Où est le mal s'attache la sangsue. On va parler ici du sang dans un sens assez large. La coagulation, la circulation, la tension artérielle, tout ça. On va d'abord rester chez les batraciens en parlant des buffotoxines, une famille de composés produites par des glandes des crapauds du genre buffo, crapauds qu'on peut trouver un peu partout dans le monde. Bien qu'assez dangereuses, on utilise ces toxines pour fabriquer des médicaments depuis très longtemps. On en retrouve des traces dans plusieurs médecines traditionnelles locales. En France, par exemple, un médicament à base de buffotoxine était utilisé jusque dans les années 1960 comme hémostatique, c'est-à-dire pour accélérer la coagulation du sang et stopper les hémorragies, comme on le comprend très bien sur cette publicité de l'époque. Petite parenthèse pour préciser à quel point la recherche sur les médicaments hémostatiques et anticoagulants est importante. Il y a plein de situations dans lesquelles on veut maîtriser la circulation sanguine. Je pense par exemple aux opérations chirurgicales ou dans le suivi post-opératoire. Et bien sûr, les anticoagulants sont très importants pour éviter les accidents cardiovasculaires. A noter que ce médicament a, en plus de sa forme injectable, existé sous forme de pommade et de suppositoire. Le médicament à base de venin de crapaud ne sera plus commercialisé à partir de 1968, et remplacé par d'autres médicaments plus efficaces et sans doute plus faciles à produire. La championne de cette catégorie est sans aucun doute la sangsue. Les meilleurs médicaments contre les cardiopathies, les affections cardiovasculaires, les troubles circulatoires, de la coagulation, etc. ont bien souvent été conçus à partir de sangsues. En effet, ces animaux buveurs de sang, qui ont pu inspirer pas mal de légendes, ont la particularité de provoquer une morsure dont l'écoulement de sang peut durer des heures sans coagulation. Cela leur permet de se nourrir tranquillement du sang de leurs victimes. Cette particularité a rapidement alerté les chercheurs qui ont vu un potentiel pour créer un médicament anticoagulant. C'est effectivement la salive de la sangsue qui contient des molécules aux propriétés exceptionnelles. On l'utilise dès la fin des années 1880 sous le nom d'irudine, premier anticoagulant au monde extrait de la salive de sangsue. On parviendra à l'isoler 50 ans plus tard, et son étude permettra de beaucoup mieux comprendre les mécanismes de la coagulation. L'irudine se révèle être 2 fois plus efficace dans la prévention des phlébites post-opératoires par rapport à l'héparine, l'anticoagulant de référence. Malheureusement, la production d'irudine était très compliquée, puisque le nombre de sangsues sauvages diminuait grandement. Heureusement, les progrès de la biotechnologie ont permis aux chercheurs de cultiver des bactéries contenant de l'ADN de sangsue, et capables de produire des molécules dérivées de l'irudine, sans avoir directement recours aux sangsues, comme avec la lépirudine par exemple. Les recherches continuent aujourd'hui sur différentes espèces de sangsues, des animaux particuliers et souvent redoutés, mais qui sont pourtant un réservoir fascinant de composés, anticoagulants, mais aussi anesthésiques, vasodilatateurs et même antibiotiques. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le serpent est présent sur la coupe d'Ivy, symbole des pharmaciens. Et ça, c'est pas anodin. Les serpents sont source de nombreux composés aux effets divers, notamment contenus dans leur venin, souvent extrêmement toxiques. D'ailleurs, l'histoire d'une des familles les plus importantes de médicaments antihypertenseurs, les IEC, est très liée aux serpents. Des chercheurs s'intéressent aux morsures d'un gros serpent, le Jararakusu, qui en plus d'être extrêmement douloureuses, ont la particularité d'abaisser très fortement la tension artérielle des victimes. En l'étudiant de plus près, les chercheurs découvrent 2 choses. La bradykinine, une molécule permettant une forte contraction musculaire, et une autre molécule capable de diminuer la constriction des vaisseaux sanguins, et donc d'abaisser la tension artérielle. Le mécanisme d'action qui se cache derrière, l'inhibition de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, est compris grâce à cela. Et les chercheurs vont pouvoir synthétiser des médicaments directement dérivés de cette molécule. Le captopril est le premier médicament de cette nouvelle classe d'antihypertenseurs révolutionnaires. Et il est toujours utilisé aujourd'hui aux côtés d'autres molécules de la même famille. Les venins de serpent sont une mine d'or de composés et donc de potentiels médicaments. On recherche par exemple des anticoagulants comme avec le tirofiban, un médicament qui a été mis au point et qui est utilisé dans la prise en charge des infarctus du myocarde. Il a été synthétisé à partir du venin d'Echis carinatus, un serpent dont les morsures provoquent de graves hémorragies. La mer est un élément capital pour la connaissance des peuples.
l'effet sur le sang des venins de serpent, directement lié au développement de certains cancers. C'est en tout cas la piste étonnante étudiée par certains chercheurs qui se rendent compte que les hémorragies provoquées par les morsures de serpents sont directement liées à l'action du venin sur les protéines intégrines. Ce sont des protéines présentes à la surface de certaines cellules, comme les plaquettes, et qui interviennent dans le processus de coagulation. Ces mêmes intégrines sont présentes à la surface des cellules tumorales et permettent leur agrégation, et donc contribuent à leur développement. On a découvert dans le venin de la vipère cuivrée une substance dite désintégrine qui empêche à la fois la coagulation du sang et aux cellules tumorales de s'agréger entre elles et d'adhérer sur les tissus sains, ce qui les empêche aussi de développer leur vaisseau sanguin qui leur permet de se nourrir. La molécule responsable est isolée et baptisée contortrostatine, et son action est remarquable puisqu'elle cible uniquement les cellules cancéreuses et laisse tranquilles les cellules saines. Des tests très encourageants ont été effectués sur des souris avec de très fortes réductions du développement et de la propagation des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer du poumon et du sein, et on espère toujours mettre au point un médicament dérivé utilisable chez l'homme. En ce qui concerne la recherche anticancéreuse, le monde marin est sans doute le plus grand vivier. Regardez par exemple ceci. Bugula neritina, bon, on dirait une algue, mais c'est pas vraiment une algue en fait. Il fait partie de la famille des bryozoaires, des invertébrés marins, et il sécrète des molécules ayant une activité antitumorale. On arrive à isoler de petites quantités de ces molécules actives qu'on baptise des bryostatines. Ces composés sont remarquables puisqu'ils interfèrent dans la communication entre les cellules, essentielle à leur multiplication. L'action de ces molécules va donc ralentir considérablement le développement des cellules, d'où son activité antitumorale. Les recherches sont délicates car il faudrait une quantité énorme de bugula pour fournir une quantité satisfaisante de bryostatine. On arrive néanmoins à partir des années 1990 à en faire une synthèse totale, c'est-à-dire entièrement chimique sans passer par l'animal, ce qui accélère grandement les recherches. Les essais cliniques sont toujours en cours aujourd'hui pour tenter de mettre au point un médicament exploitable, mais pour le moment les résultats sont très encourageants. Au passage, les bryostatines sont aussi étudiées pour un potentiel traitement de la maladie d'Alzheimer, mais aussi contre les infections au VIH. Alors, on les respecte, ces fausses algues là. Regardez Dolabella, le mollusque Millimas mycorrhizae, assez mignon il faut le dire, eh bien il contient des dolastatines, molécules avec une activité antitumorale par inhibition de l'assemblage des microtubules. Vous savez, ce sont ces petits tubes qui font la jointure entre deux nouvelles cellules lors d'une division cellulaire. Encore une fois, les essais cliniques sont très nombreux sur ces composés. Et un médicament est même déjà sur le marché dans le traitement de certains lymphomes, les cancers des globules blancs. Et alors, si on va vers les éponges, alors là c'est le festival des molécules anticancéreuses. Je peux même pas vous citer tous les noms des espèces et toutes les molécules qu'on a trouvées, parce que la liste est juste énorme. Mais juste comme ça, si on devait en garder qu'une, on a les alichondrines, molécules issues de diverses éponges qui ont permis de mettre au point l'alavène, un médicament qui est utilisé dans le traitement du cancer du sein. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à écrire cet épisode. Et pour cause, pendant mes recherches, à chaque fois que j'arrivais sur un nouveau domaine, j'ouvrais une porte, qui donnait sur 5 autres portes, qui elles-mêmes donnaient sur 5 autres portes, etc. Le domaine de la recherche animale sur les médicaments est juste immense. Et là où je pensais à la base faire un épisode plutôt exhaustif, une petite vue d'ensemble quoi, oui bien sûr, bah en fait j'ai fait qu'effleurer le sujet. J'aurais aussi pu vous parler des glandes de castor, des araignées, des venins de scorpions, des recherches sur l'ostéoporose grâce aux ours. J'aurais dû vous parler beaucoup plus des insectes, des punaises de lit, des venins de fourmis et d'abeilles contre l'arthrite. J'aurais pu vous parler encore plus des innombrables espèces sous-marines, connues et inconnues, ces éponges, ces mollusques bigarrés qui semblent tous contenir plus de molécules intéressantes les unes que les autres. Mais il a fallu faire des choix, et j'espère que vous vous contenterez pour le moment de cette introduction aux médicaments issus du monde animal. Vous l'aurez compris, la nature a toujours eu une place centrale dans la découverte et la conception de médicaments. On le sait facilement pour les plantes, mais un peu moins pour les animaux, alors qu'ils ont un rôle tout aussi important que ces dernières. Quand ils ne sécrètent pas directement des substances utilisables, l'observation et l'analyse de celles-ci inspirent les chercheurs dans leurs recherches, et même le plus dangereux des venins peut devenir un traitement miracle. Le monde animal est donc un gigantesque réservoir de composés en constante évolution. Les estimations du nombre d'espèces peuplant la Terre non découvertes tournent autour de 80%. C'est dire le potentiel infini de molécules à découvrir et de médicaments à fabriquer. Les appréhender en respectant leur développement et leur environnement sera la clé pour mettre au point les médicaments du futur. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je voulais faire un petit clin d'œil à Mark Plotkin et son superbe livre Les médicaments du futur sont dans la nature, qui m'a beaucoup inspiré pour l'écriture de l'épisode. Si vous voulez un petit peu développer ce sujet, tout est là-dedans.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. A plus!